y a un effet de l'espace. Pardon? Allô? Allô? Mais on est au max là? Attendez, hein. Wow. 1, 2, c'est lui. Il faut prendre. Faut prendre lui. Hein? Faut prendre lui. C'est mieux. Un. Parler? Oui, pareil. Allez-y. 1, 2, 3. Après, je sais plus. Donc. Allez. C'est bon? Il faut que je. Ouais. Assis-toi Didier, parce que sinon, nous, après, on va être obligé de se lever. Ça. Ouais, mais moi, Je fais que l'introduction, moi, après, je m'en vais boire. Moi, après. Quand même que vous compreniez que 45 minutes max. Ouais. Bien. Très étonnant comme son. Perturbant. Oui. Déjà, est-ce que vous m'entendez à peu près tous? Oui? C'est surprenant. mais ça fonctionne. Bien, bonjour à tous. Je suis Didier Goggenem, je suis le directeur de TVT. J'ai beaucoup de plaisir au nom de la French Tech et de son board, dont une partie est représentée ici, mais on devait avoir le président et il n'est pas là. Donc je me permets de vous accueillir en son nom, Malik. Il devait être avec nous, mais il va peut-être arriver, il a peut-être un peu de retard, de vous accueillir à cette soirée on the beach de la French Tech, soirée Tech on the beach. Et je vais expliquer juste pourquoi après. La French Tech, vous le savez, c'est... C'est l'écosystème du numérique. Depuis 2016 ici, c'est labellisé French Tech. C'est une communauté French Tech qui regroupe l'ensemble des entrepreneurs, start-upers du numérique. Et on essaye d'avoir énormément d'animations autour de ça. Il y a tous les meet-up qui ont lieu tous les mois. Et en plus des meet-up, eh bien, il y a des actions un petit peu phares. Alors il y a 2 ans, on avait eu une action phare qui était le Web3 Studio. L'an dernier, on avait emmené tout le monde sur un bateau pour parler du Web3 là-bas à Porquerolles. Alors cette année, on pouvait pas ne rien faire autour de ça. Et donc on s'est dit, bah mon Dieu, là, d'habitude il fait beau. Mais là il fait beau. En tout cas, on n'a pas trop chaud, donc ça va très bien pour faire cette soirée autour de la tech. Alors, la French Tech, c'est essentiellement le numérique, c'est seulement la tech, mais la tech, ce n'est pas que le numérique. TVT, lui, est là pour soutenir l'entrepreneuriat, soutenir le développement dans tous les domaines de l'innovation, bien sûr dans l'innovation numérique. Et le Web3, je pense que ça fait partie des éléments phares, évidemment. Mais dans tous les domaines de l'innovation, pour faire en sorte que le développement économique sur ce territoire se nourrisse de l'innovation de plus en plus. C'est pour ça qu'on accompagne les entrepreneurs, c'est pour ça qu'on a des programmes d'accompagnement, c'est pour ça qu'on essaye de soutenir les startups, de les emmener le plus loin possible, et puis après de les voir avec bonheur voler de leurs propres ailes. Il y a quelques exemples ici. Et de les voir ensuite eux-mêmes accompagner des jeunes startups. Alors, il y a quand même quelques remerciements qu'il faut que je fasse aujourd'hui. D'abord, il faut que je remercie le board de la French Tech. Alors, il y a quand même 2 membres, oui, 3, voire 4 membres du board de la French Tech qui sont ici. Donc, je voudrais les remercier de tout ce qui a été fait pour tout ça. Je voudrais vraiment dire que le président et le vice-président, ils vous détestent. Ils vous détestent tous parce que vous avez organisé ça un soir où ils ne peuvent pas être là. Voilà. Mais en fait, ils sont vraiment désolés de ne pas pouvoir être là. Je pensais que Malik serait là. Il va peut-être arriver. Mais Michel m'a demandé vraiment de dire qu'il ne pouvait pas être là parce qu'il avait une obligation préalable. On a organisé ça un petit peu rapidement. Mais il aimerait beaucoup être là avec vous et puis partager ce moment. À la fois la partie tech qui va arriver après et l'autre partie. Il faut que je remercie aussi, dans le board de la French Tech, 2 personnes en particulier quand même. C'est lui, là, Kevin, parce qu'il est dans tous les bons coups, systématiquement. Dès qu'il y a une idée, il saute dessus. C'est quand même un peu grâce à lui qu'on fait ça aussi ce soir. Et puis, bien sûr, Samy, parce que sans lui, on ne le ferait carrément pas. Samy, il sponsorise la soirée ce soir, bien entendu, avec ses équipes de Start Mining. On est très très heureux, bien sûr. Alors, si tout ce petit monde est là autour de la table, c'est qu'ils vont parler
Ils vont parler de tech, je pense. Mais avant ça, je pense qu'il y a Kevin et Semi qui doivent dire un petit mot. En tout cas, moi, je vous souhaite à tous une très bonne soirée, d'abord instructive, ensuite une soirée de networking, et pour ceux qui auront du courage, une soirée dans l'eau. Vous n'êtes pas obligés, hein, mais moi, j'ai prévu. Maintenant, faites ce que vous voulez. Voilà. Bon, c'est vrai que le temps, on verra. Sur ce, messieurs. Merci beaucoup, en Didier. En tout cas, bonne soirée à tous. Merci beaucoup. On peut l'applaudir. Merci à lui. Bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Kevin Pardo. Je suis aussi entrepreneur en numérique depuis pas mal d'années maintenant. Je commence à plus dire le chiffre, ça me vieillit trop. Et je suis aussi au bord de la French Tech. Merci Olivia. Je suis aussi au bord de la French Tech avec Semi et Olivia qui sont juste ici autour de la table ronde avec moi. Et donc je suis très heureux de vous accueillir pour cette table ronde consacrée à l'entrepreneuriat dans le numérique, comment entreprendre dans le numérique. L'idée c'est de vous présenter des parcours d'entrepreneurs, des gens qui ont monté des boîtes sur Toulon, ailleurs, au Japon ou parfois moins loin aussi peut-être. Mais d'échanger avec eux parce que notre leitmotiv à la French Tech, c'est de se dire que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui, de plus en plus, on en parlera après avec nos diverses interventions, nos mini-conférences, c'est quelque chose qui doit être à la portée de tout le monde. Et ici, on a énormément de chance dans notre écosystème. D'une part parce qu'on a TVT. Et croyez-moi, quand on va ailleurs en France, ou voire même dans le monde, il y a vraiment un écosystème ici qui est très structuré. Vous avez des référents, vous avez des gens comme Catherine qui est là, comme Gaëtan, que vous pouvez aller voir pour accompagner vos projets. Vous avez tout un écosystème avec le réseau Entreprendre, vous avez les business angels, vous avez la French Tech, les événements, etc. Donc on a énormément de chance d'avoir ça. On a aussi la chance d'avoir une métropole qui nous suit. Donc on remercie notamment Benoît Pelletier qui n'est pas là ce soir, mais qui a toujours été derrière nous. Et donc tout cet écosystème favorable à l'émergence de startups, de boîtes, de projets, on en est tous un petit peu les témoins ce soir, voire parfois les enfants. Et donc voilà, c'est à mon tour en introduction de remercier tout cet écosystème qui nous permet de faire ces événements-là et qui nous ouvre toutes les portes pour qu'on puisse parler de ces sujets qui, à nous, autour de la table, en tout cas, nous semblent vachement importants. Alors, on va démarrer tout de suite la table ronde. On va peut-être juste faire un tour de table, justement, pour que chacun puisse se présenter. L'idée, c'est, voilà, en 30 secondes, dites-nous qui êtes-vous, quelle est votre boîte, quel problème vous résolvez pour vos clients. On peut peut-être commencer à ma gauche, ici, par Jonathan. Eh bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravi d'être là. Je m'appelle Jonathan Nob, je suis CEO et cofondateur de Swello. Et Swello, c'est une plateforme qui permet aux communicants à gérer au mieux leurs réseaux sociaux. Et ça fait 15 ans maintenant que ça existe. Et comme tu l'as très bien dit, j'ai été accompagné par TVT il y a quelques années, il y a 10 ans maintenant. Et très heureux d'être là à nouveau. 30 secondes, ça ne dérange pas, j'en prends 40 de plus pour parler aussi de pourquoi on est là ce soir. Alors, je m'appelle Céline Barragan, je suis le CEO de Start Mining. Bon, évidemment, on est très heureux d'être là. Moi, j'ai commencé la crypto-monnaie en 2017, quand personne ne comprenait rien à ce que c'était, moi non plus. Il fallait se former, il fallait s'enseigner, il fallait apprendre. Il n'y avait pas beaucoup d'écosystèmes qui existaient, qui étaient capables de suivre une start-up qui démarrait dans le Web3. D'ailleurs, le Web3 n'existait même pas en 2017. Et démarrer dans la crypto. Donc, il fallait s'accrocher, il fallait avoir un peu d'audace et un grain de folie. Et puis, il y a un pont entre ce que je raconte et TVT, c'est que Kevin a parlé d'être les enfants un peu de l'écosystème. Moi, j'y crois, parce que de 2017 à 2021, il n'y a pas beaucoup d'acteurs qui comprenaient ce qu'on faisait, mais du coup, il n'y avait pas beaucoup d'acteurs qui écoutaient ce qu'on faisait. TVT a écouté. Et ça, c'est intéressant parce que TVT a eu confiance en ce qu'on faisait à cette époque-là. Moi, ça m'a donné confiance, ça m'a donné plus de courage, plus de punch. Et même si on n'avait pas pu lever de fonds à l'époque, ça nous a donné la croyance dont on avait besoin pour continuer d'y croire et pour continuer de scale. Donc voilà, on a un petit peu les enfants de TVT aussi. On est à Toulon. Et l'événement de ce soir, c'est un petit peu aussi pour fédérer les startups qui parfois ne sont pas toujours entendues, ou pas toujours comprises, ou qui sont en train d'être incubées, ou qui sont en phase d'accélération. Elles existent, elles sont là. On est sur un proof of life ce soir, et une preuve d'existence. Des gens qui sont là ce soir, c'est des jeunes entrepreneurs. Ils démarrent, et on va les fédérer, c'est aussi pour ça qu'on est là ce soir, faire de Toulon un hub, un épicentre de la tech. Et c'est pour ça qu'on parle de ça. C'est pour ça qu'on a fait venir de très belles boîtes de la tech qui sont dans l'exemplarité,
qui sont dans une preuve de succès. Et on a hâte d'échanger avec vous en table ronde, en keynote, et par la suite au cours de la soirée. Merci Samy. Bonsoir à toutes et tous, Karen Jouve. Donc moi je suis la CEO et cofondatrice de Doors 3. On est aujourd'hui l'acteur leader qui accompagne une cinquantaine de grands groupes, de gouvernements et de start-up dans leurs projets blockchain, crypto, mais aussi immersif et IA. Moi aussi j'ai démarré alors juste après toi en 2018 dans la crypto et la blockchain. Tout le monde nous prenait pour des fous. C'est encore un petit peu le cas aujourd'hui, mais moins. Et voilà, nous, notre rôle, c'est vraiment d'accompagner les dirigeants et leurs organisations. Nos clients, c'est par exemple des groupes comme Renault, Airbus, Orange ou encore Vinci, mais aussi des clubs de sport. On a démarré avec le RCT, je le raconterai juste après. Et en tant que Toulonnaise d'origine, c'était évidemment un honneur. Et effectivement, au grand regret de Kevin, on est basé à Marseille, mais toujours très proche de Toulon. Et on est aujourd'hui présent à l'international, voilà, et on parlera beaucoup de la tech et effectivement de la culturation. Mais nous, notre rôle, c'est justement d'accompagner des dirigeants audacieux qui ont envie d'aller innover avec ces nouvelles technologies et de pas perdre le train en marche. Juste un mot, avec un bitcoin à 120 000, je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui vous prennent pour des fous. Enfin, voilà. Bon, bonjour à tous, moi je m'appelle Olivia Papini. Je suis la CEO de la Méduse Violette, qui est une société en fait qui travaille entre la France et le Japon. On va dire que je suis un peu la japonaise varoise en fait. Ça fait maintenant, on va dire, j'ai passé 15 ans au Japon. J'ai un gros réseau que j'aimerais bien justement petit à petit intégrer dans le Var et en région PACA, toujours Japon et aussi en Corée. Et nous, en fait, on est spécialisé dans la création de monde éducatif. Donc, on travaille sur Minecraft, on travaille sur Roblox, on travaille sur Fortnite. Et donc, actuellement, on fait un très gros projet pour l'Université de Toulon pour aider justement les jeunes Varois, pour les aider dans l'orientation et à utiliser le gaming et l'intelligence artificielle notamment. Et j'espère bien le Web3, mais il faut y aller step by step quand même. Il ne faut pas trop les bousculer. Mais voilà, donc ce sont des projets locaux, mais qui ont vraiment une vocation à l'international, parce que le but, c'est ça en fait. C'est qu'on ait justement la possibilité de rayonner et de parler en anglais, de fédérer, de ramener des projets, et surtout que les jeunes d'ici se disent que il n'y a pas que la plage, il y a plein d'autres choses. Et c'est vrai que ce que tu disais, Samy, sur le fait de fédérer des startups et de créer une synergie pour nous tous, c'est vraiment important. Voilà, donc je passe le micro. Merci, bonsoir. Je m'appelle Olivier Bugette, je suis le CEO et le fondateur de la boîte IMO. La boîte IMO, c'est une entreprise technologique qui est basée à Hyères et qui existe depuis 2009, donc je suis un peu moins jeune que mes voisins de gauche, et qui accompagne à peu près un agent immobilier sur deux en France au travers d'outils numériques, d'outils digitaux. On a commencé très modestement, on était 2-3 copains à l'époque, et on avait envie de trouver des solutions pour accompagner les agents immobiliers de l'époque dans la digitalisation de leur métier. Et c'est comme ça qu'on a commencé à créer des logiciels. Et puis plus tard, on a assorti à ces logiciels des sites internet, des prestations SEO, des outils de visite virtuelle, des outils de vidéo en ligne. Et puis on a comme ça créé tout un catalogue au fur et à mesure des 15 dernières années qui viennent de s'écouler. Et aujourd'hui, on a un peu plus de 200 personnes qui savent faire à accompagner les négociateurs partout en France, qui font ce métier au travers de la technologie. Et notre vocation, c'est de les aider à relever les défis qui se présentent à eux tout au long de leur carrière, puisque là, on est en train, par exemple, de les acculturer à l'intelligence artificielle, et on est en train d'essayer de faire de nos agents immobiliers français des agents immobiliers augmentés. Donc voilà, on est très heureux de participer à cette réunion French Tech, parce qu'on est une pure boîte locale. Et c'est important pour nous, voilà, ses origines, ses racines, elles nous tiennent à cœur. Merci à tous. Très rapidement, parce que je connais beaucoup de monde, mais pas encore tout le monde, heureusement, ce soir. Moi, j'ai une boîte qui s'appelle Mojo Design, qui existe depuis 2013, où je fais de l'accompagnement au niveau des porteurs de projets ou de groupes sur la structuration de projets numériques. Donc, mon métier, c'est designer produit. En général, on vient me voir avec une idée, une problématique, et j'accompagne les porteurs de projets ou les boîtes à structurer ça et à en faire un produit qui peut arriver sur un marché. Comme vous vous en doutez très probablement, et on va en reparler, l'intelligence artificielle fait de plus en plus partie des cordes qu'on doit rajouter à nos arcs respectifs et qui ouvre de nouvelles portes, et ça va être l'un des sujets de ce soir. Mais
Avant de rentrer dans le vif et de parler vraiment de tech et de choses très concrètes pour nous, j'aimerais juste qu'on refasse un très rapide tour de table parce que il y a sûrement des gens dans l'audience ou des gens qui regarderont les contenus que, grâce à Samy, on va pouvoir rediffuser après, qui ont des idées, qui ont des projets, qui ont des envies, mais qui savent pas trop comment, à quel moment se lancer, qui aller voir, etc. Et j'aimerais juste qu'on partage chacun d'entre nous nos déclics, les choses qui se sont dit « Ok, j'y vais ». Je lâche ce que j'ai fait avant. Est-ce que j'étais étudiant? Est-ce que j'étais salarié? Est-ce que j'étais sans emploi? Est-ce que j'avais un poste ailleurs? Et qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, vous vous êtes dit « Ok, j'y vais. C'est bon, je crée ma boîte, je me lance ». Parce que ce moment-là, ce déclic qui peut derrière déclencher 1000 choses, il est très varié en fonction des gens. Et à chaque fois que je parle à des personnes, c'est toujours un nouvel enseignement. Et je sais que de parler des déclics, ça peut en provoquer. Donc je trouve ça toujours très intéressant. On va repartir de l'autre côté. Alors Olivier, je te passe la parole en premier. Merci. Moi, le déclic, il a été un peu par nécessité. Ça faisait à peu près 14 boulots d'affilée que je quittais parce que j'étais pas très heureux comme salarié. Et d'ailleurs, les gens qui m'employaient n'étaient pas non plus très heureux de moi. J'étais pas fait pour ça. Et à un moment donné, je me suis retrouvé, après un nouvel échec, à vouloir essayer un nouveau métier, à me dire, mais je vais pas faire ça toute ma vie, en fait. Je vais pas être un loser qui passe d'échec en échec et d'abandon en abandon. Et j'ai mon cerveau qui a switché. J'ai pris la première opportunité qui venait. À l'époque, c'était de faire des revues de presse d'annonces immobilières pour faire gagner un peu de temps à des agents immobiliers. Et je me suis dit, je m'en fous, j'y vais. Voilà, je m'en fous. Il me faut un projet, il me faut un, comment dire, un prétexte. Voilà. Et j'ai trouvé ce prétexte-là et j'ai dit, bah, j'y vais. Et puis derrière, la nature a fait le reste en sachant que j'avais vraiment une âme d'entrepreneur et que moi qui étais incapable de garder un boulot de plus de 6 mois, ça fait maintenant 19 ans que je fais ça et j'ai jamais arrêté en fait et ça m'a permis de m'exprimer et de développer. À la base, j'en ai rien à cirer de l'immobilier, j'en ai rien à cirer de la techno. En revanche, j'avais très très envie d'innover, j'avais très envie d'entreprendre. Et donc voilà, c'est à ce moment-là où j'ai attrapé la première opportunité qui se présentait et j'ai fait en sorte d'en faire une entreprise parce que c'est ça que j'avais envie de faire. J'avais envie de développer une entreprise. Voilà, j'ai fait ça dans l'immobilier, j'aurais pu faire ça dans les huiles de vidange ou dans, je sais pas moi, le sable de carrière ou dans les chaises. J'en ai rien à foutre à l'époque, mais je voulais vraiment faire quelque chose. Voilà. Alors moi c'est très simple, à l'époque je travaillais pour Mourad Boudjelal, je travaillais aux éditions Soleil et plein de gens n'aimaient pas Mourad à l'époque parce qu'ils le trouvaient trop dur comme boss en fait, mais moi j'adorais sa façon de matérialiser ses visions, ses projets, tout ça. Et je me suis rendu compte que autant j'adorais toute l'énergie qu'il dégageait, mais moi j'étais très malheureuse dans mon taf. Donc je travaillais dans l'éditorial et pourtant c'était le manga, la BD et c'était génial, mais j'aimais pas du tout en fait qu'on me donne des trucs à faire. J'avais plutôt envie de travailler avec une équipe. Donc en fait j'ai dit à Mourad que j'arrêtais et j'ai créé ma structure. Pourtant à l'époque je travaillais entre la France et le Japon, c'était le rêve, hein, c'était génial. Mais allez, vulgairement je me faisais chier quand même. Donc, j'ai décidé, je me suis dit, allez, je vais devenir Mourad Boudjelal en fille. Mais voilà, et j'ai tenté. Ça a été très dur, très compliqué, j'en ai pris plein la tête. Je continue encore. Mais c'est pas grave, je me suis accrochée, je continue. Et du moment que vous avez cette envie, cette énergie, voilà, pas forcément tout vous transformer en Mourad Boudjelal en fille. Mais il faut s'accrocher. Et l'avantage, c'est s'il y a un écosystème ici, banzai, quoi. Merci Olivia. Alors rapidement, moi je peux vraiment dire que c'est un événement sur lequel j'ai participé qui m'a fait franchir le pas. On était en 2011 et il y avait un événement, peut-être que certains ici s'en souviennent encore, qui s'appelait les conférences E1, qui avait été organisé justement par 4317, qui est un peu l'ancêtre de la French Tech, c'était l'écosystème de l'époque. Et il y avait des conférences qui avaient été organisées. À l'époque, j'étais salarié, je travaillais dans une des boîtes qui intervenait sur la conférence. Et j'ai vu ces gens toute la journée qui parlaient de comment est-ce qu'ils avaient réussi à avoir une idée, transformer ça en business, vivre de ça, partager l'aventure, raconter leurs péripéties. Et ça a été l'un des trucs les plus inspirants. Et ce jour-là, je me suis dit, ok, je ne sais pas à quel moment, mais il va falloir très rapidement que je prenne cette route parce que c'est vraiment ce que je sens que j'ai envie de faire. Voilà. Alors c'est une bonne question. Déjà, j'encourage tout le monde à entreprendre. Je pense que c'est la meilleure chose qu'on puisse faire. C'est aussi la plus violente, faut le dire.
Mais une fois qu'on est tombé dedans, c'est dur d'aller ailleurs. Moi, j'aime bien dire qu'il y a 3 éléments qui m'ont permis d'avoir le déclic. C'est une rencontre, un moment et un feeling. Donc la rencontre, c'est mon mari qui est là, qui est mon associé. Il m'a parlé de blockchain, j'y comprenais rien, et de crypto. Je me suis dit, c'est quoi ce fou? Et finalement, en 2022, on a créé notre boîte. Le moment, je suis passée dans un podcast pour parler de blockchain et sport. Et un coup de fil, François Pesanti, ancien DG d'RMC Sport, qui vient d'être nommé au RCT. On n'avait pas créé notre boîte, mais il me dit, viens, on veut que tu nous accompagnes. Et c'est comme ça qu'on a créé la boîte, grâce au RCT. D'ailleurs, on a même signé la mission sans avoir de boîte. Mais ils étaient OK. Et le feeling, c'est que je pense qu'effectivement, et ça c'est un travail que tout le monde peut faire sur soi, et même quand on est salarié, qu'à un moment donné, c'est quelque chose qu'on a en soi et qu'on doit révéler. Je pense qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais moment, mais quand on le sent, il faut le faire. Et moi, j'ai toujours fonctionné à l'opportunité et au feeling. Et pour le coup, moi j'étais dans le conseil, je gagnais un très bon salaire et j'avais une très bonne situation. En soi, j'avais rien pour partir et créer ma boîte. Et pourtant, c'est ce que j'avais toujours eu envie de faire. Et c'était le bon moment. Personne n'y comprenait rien. Donc, je me suis dit qu'on allait pouvoir impacter le monde et l'écrire à notre manière. Et c'est ça qui m'a donné envie et je regrette pas du tout. Il y a eu des très hauts, des très bas et aujourd'hui, on est fiers d'être là où on est. Mais pour rien au monde, je reviendrai en arrière. Donc, il faut aussi suivre son intuition. Et quand on sent qu'il faut y aller, faut y aller. Parce que je pense que la pire des choses dans la vie, c'est de regretter. Et nous, aujourd'hui, on n'a aucun regret. Moi, je travaillais à EDF avant. C'était sympa. EDF, c'était sympa. Et puis, à un moment donné, au bout d'un certain temps, je me suis dit, OK, EDF, c'est bien, mais est-ce que je vois mes 10 prochaines années de vie à ce poste, à ce bureau, en train d'essayer d'évoluer? Et à un moment donné, je pense qu'on a tous un petit peu une flamme, ou une espèce de compas intérieur qui nous fait dire que ce n'est pas la direction à suivre, il faut bouger. Enfin, moi, je ne me voyais pas, je ne me projetais pas sur ce job. C'était un super job, j'ai beaucoup appris à EDF. Alors, je quitte EDF, et puis j'avais un plan B, bien sûr. Et le plan B, il s'appelait Pôle emploi. C'était cool. J'avais 2 ans de chômage. Et puis, il s'avère que j'ai mal été conseillé par mon juriste de l'époque, et que ma démission n'était pas légitime. Donc, j'ai pas eu Pôle emploi. Donc, j'ai pas eu mon chômage. Et donc, je vais me trouver en dessous du seuil de pauvreté. Et là, je vais comprendre ce que c'est que la galère. Je vais devoir aller sur Internet et, avec mes quelques compétences de l'époque, regarder le répertoire des 300 métiers qui existent sur Internet avec un ordinateur pour gagner sa vie. 300 métiers qui étaient répertoriés à l'époque. Alors, je regarde. Bon, j'ai fait tous les métiers. Au numéro 299, c'est même pas du storytelling, c'est vrai. Hein, c'était mineur? C'est le minage de crypto-monnaie. Alors, le minage de crypto-monnaie, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, très rapidement, hein, c'est pas du trading. C'est pas j'achète du bitcoin, je le revends et je fais le fou, c'est pas ça. Le minage de crypto-monnaie, ça veut dire que n'importe qui, dans son salon, dans sa chambre, pouvait fabriquer de l'Ethereum à l'époque. Donc tout le monde connaît Bitcoin, mais l'Ethereum, c'était beaucoup plus accessible parce qu'on pouvait le fabriquer depuis un ordinateur avec une carte graphique. Donc c'était accessible. Moi je dis, c'est incroyable, je peux créer de la richesse depuis mon salon, il y a un truc. Ça c'était le numéro 299. Le numéro 300, c'était maintenant que vous avez lu les 299e façons de gagner de l'argent sur Internet, il faut passer à l'action. Je passais à l'action. Et donc je me suis formé, j'ai bien galéré, j'ai appris. Il n'y avait aucun forum en France et aucun écosystème qui existait pour te dire comment il fallait faire pour gagner de l'argent. Donc nos confrères américains et russes sur des forums en cyrillique m'ont aidé à me former tout seul. Merci Google Traduction, parce que je ne parle pas anglais et je ne parle pas russe. Mais avec Google Trad, j'ai pu y arriver. Et au fil de l'eau, en aidant de nouveaux acteurs émergents à faire la même chose que moi, j'ai pu concevoir un concept de colocation. Start Mining est né, et je vous raconterai la suite plus tard. Quel teasing, j'adore. J'ai adoré. De mon côté, c'est un petit peu particulier, puisque tout a commencé il y a 15 ans.
C'est parti d'un besoin pour répondre à ta question, c'est-à-dire que j'avais un blog high-tech sur lequel je mettais des articles sur le nouvel iPhone, etc. Et j'avais remarqué qu'en journée, mes articles avaient beaucoup plus d'impact qu'en soirée. Sauf que j'étais en 3e et la 4G n'existait pas, la 5G n'existait pas et mon téléphone n'était pas un iPhone ou autre. J'avais juste le Snake et 40 messages à l'époque. Et puis du coup, j'ai tapé sur Google, est-ce que ça existe un outil qui permet de programmer des tweets ? Et aucune réponse, aucun résultat. Faut vous remettre dans ce moment-là, hein, le métier de community manager, social media manager n'existait pas. Et du coup, j'ai pris cette recherche et je l'ai mise sur Twitter et j'ai reposé la question, est-ce que ça existe un outil qui permet de programmer des tweets ? Ce tweet existe encore, avec pas mal de fautes d'orthographe, mais j'ai eu une réponse d'un développeur canadien. Je ne connais pas son prénom, j'ai que son pseudo, c'est Santaref, qui me dit « Je ne connais pas d'outil, par contre, je peux te développer un petit bout de code, tu le prends et t'en fais ce que tu veux. » Et c'est là où tout a commencé. J'ai pris ce bout de code, moi je faisais du design, mais pas très bien, le site était marron, si vous voulez le retrouver, vous pouvez le retrouver. Et c'est ça aussi qui montre l'évolution. Et puis voilà, je le mets en ligne en octobre 2010 pour moi. Et très vite, le journal L'Équipe a commencé à utiliser la solution et c'est là où je me suis dit, ok, peut-être que ça peut servir à d'autres personnes. Donc j'arrive au lycée, je fais mes 3 années de lycée, puis je fais de l'alternance chez tuto.com, qui est une entreprise toulonnaise. Et c'est là où, à la fin de mon alternance, je me dis, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je passe à l'action, justement, ou est-ce que je continue mes études ? Parce qu'initialement, je voulais continuer mes études jusqu'à un Master 2. Et là, j'en parle à mes profs de l'époque, à Nicolas, donc le CEO de Tuto, à mes parents. Et tout le monde me dit, écoute, t'as 20 ans, au pire, tu te lances, et puis tu verras ce qui se passera. Et la vie fait que, à ce moment-là, précisément, quand j'en parle à mes parents, je reçois un mail, et ce mail, c'est mon futur associé qui me l'a écrit. C'est le meilleur ami de mon grand frère, il s'appelle Thibaut, et il est développeur, un des meilleurs devs que je connaisse. Et ça fait maintenant 10 ans qu'on est associés. À partir de ce moment-là, on rentre à l'accélérateur de TVT, première saison de l'accélérateur de TVT, puis on crée la société un 29 février 2016, puis on continue de grandir petit à petit. Voilà. Fabuleux. Merci beaucoup pour tous vos témoignages. Et on va faire un petit... Merci beaucoup. On va faire un petit flash forward de 2008 à 2025. Aujourd'hui, là, on est complètement dans l'ère de l'IA. On a les 3 pieds dedans. Il n'y a pas d'autre mot. On est vraiment parti dans une direction et on ne va pas revenir en arrière de sitôt. Donc ma question à vous tous, et là on n'est pas obligé de faire un tour de table, qui veut prendre la parole, prend la parole, c'est comment est-ce que dans vos business qui existaient tous ici autour de la table, on n'a pas encore de IA native business, comment est-ce que ça vous a impacté ? Est-ce que vous l'avez perçu un peu comme une menace, genre on va être capable de vibe coder un Swelo en 3 secondes, ou alors est-ce que c'est une opportunité ? Et menace, opportunité, comment est-ce que vous vous positionnez ? Comment est-ce que ça a impacté votre business ? Comment vous avez réagi à ça ? Alors, l'IA, c'est un truc à quoi nous, on s'intéresse depuis 1 an ou 2. Et franchement, c'est un truc qui nous prend bien la tête, quoi. Si ça pouvait ne pas exister, ce serait génial. Parce qu'on était tranquille, on était peinard, on faisait notre business, on était bien, quoi. Et là, on est obligé de tout remettre en question et franchement, c'est vraiment une prise de tête. On a évidemment tous les petits genoux qui arrivent et qui veulent nous bypasser en disant les dégager. Nous, maintenant, on va faire un truc IA natif et vous êtes complètement rétrograde. On a tous les clients qui nous disent on ne sait pas ce que c'est l'IA, mais on en veut. Bref, ça vient vraiment nous chahuter dans un moment où on arrivait à une maturité, c'était bien, quoi. Et du coup, quand on a regardé ça, en fait, on s'est dit, bon, il va falloir qu'on repasse un petit peu tout ce qu'on a développé jusqu'à présent, parce que franchement, ça craint et on va se ringardiser tout seul si on n'est pas capable de se mettre à jour. Et puis, à partir du moment où on a commencé à regarder ce qu'on pouvait développer, quelles étaient les features qu'on pouvait créer pour optimiser un petit peu nos outils existants, ceux que nos clients utilisent, on s'est aperçu qu'en fait, l'IA donnait tout simplement vie aux rêves les plus fous qu'on avait imaginés ces dernières années, à savoir que moi j'ai toujours cassé la tête de mes équipes en leur disant c'est bien d'avoir des logiciels, c'est bien d'avoir des outils, des interfaces, mais moi j'ai peut-être trop regardé Iron Man, j'aimerais vraiment pouvoir lui parler au truc, j'aimerais vraiment lui parler, j'aimerais qu'il puisse être mon assistant dans ma poche et qu'il puisse me répondre. Et c'est exactement ce qu'on a fait en fait, c'est qu'aujourd'hui on a un outil, un logiciel immobilier qui s'appelle Hector, qui équipe 45 000 personnes en France.
Et Hector, quand je rentre un nouveau mandat, je viens, je saisis ma villa, je saisis mon appartement et ça prend beaucoup de temps, c'est un peu fastidieux. Et là aujourd'hui, Hector, j'arrive et je lui dis salut, wesh poto, fais-moi ci, fais-moi ça, et il le fait. Et même en lui parlant comme un goré, j'arrive à lui faire des trucs incroyables. Et donc quelque part, c'est extraordinaire parce que c'est venu vraiment nous permettre de prendre de l'avance par rapport à nos concurrents. Bon, le problème, c'est qu'entre-temps, ils l'ont vite rattrapé aussi. Mais ça nous a permis de rechallenger complètement ce qu'on faisait. Mais pour autant, j'ai beaucoup de mal à me projeter dans les 1, 2, 3 ans qui viennent, à me dire, mais qu'est-ce que ça va vraiment... Qu'est-ce qui va advenir de cette technologie et comment est-ce qu'on va pouvoir être ou pas complètement squeezé. Donc, on est encore en pleine réflexion de se dire, mince, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pas. Donc, je ne sais pas, vous, comment vous vivez le truc. Mais concrètement, on se demande si on sera encore là dans 4 ou 5 ans. Et peut-être aussi qu'on se dira, finalement, c'était un peu comme ce métaverse, ou comme plein d'autres solutions techno qui ont comme ça bousculé le marché, et qu'on sera encore toujours là dans quelques années, et qu'on en discutera avec un peu de recul. Alors, moi, j'ai dans le marché dans lequel on est, dans l'éducation, dans les techs, il faut savoir que l'IA a pris une très grande place. Il faut savoir que toutes les universités en France, elles ont adopté une charte qui s'appelle la charte de l'IA pour justement accompagner les étudiants. Et le projet justement sur lequel on travaille, c'est pour justement donner une boîte à outils en suivant cette charte pour que les étudiants, les futurs stagiaires, les futurs alternants, les futurs employés puissent justement travailler avec l'intelligence artificielle, mais tout en gardant 3 choses. Leur esprit critique, savoir justement se dire que l'IA c'est un outil, rien d'autre, mais aussi que c'est quelque chose d'extraordinaire parce qu'on a tous des cerveaux différents, on a tous peut-être plus des fois on va écrire, on va parler, comme tu l'as dit là par exemple, on va échanger avec Chofmec, mais l'intelligence artificielle est là pour personnaliser. Donc vous soyez, par exemple nous les femmes, on a besoin par exemple de beaucoup réfléchir, on a une très grande imagination, ça va, vous êtes aussi créatifs les mecs, hein, pas de souci. Ça va, vous avez quand même des avantages, t'inquiète. Mais dans tous les cas, pour nous, l'intelligence artificielle dans la EdTech, ça a été vraiment quelque chose de très positif. On travaille aussi dans le jeu vidéo, donc ça fait 5 ans que l'IA a intégré le monde du jeu vidéo. Donc je veux dire, l'école, les créatifs, les développeurs, tout ça, ont quand même intégré tous ces éléments. Il faut savoir que dans tous les cas, les facs l'abordent en frontal, notamment à la rentrée. Donc quoi qu'il arrive, même si vous aimez ou pas, c'est dedans, ce sera là pendant longtemps, à part si on a une météorite qui nous tombe dessus, hein. Donc quoi qu'il arrive, il faut s'y faire. Et surtout, il faut savoir que d'après un rapport du gouvernement, dans moins de 3-4 ans, de nouveaux métiers, 70 des nouveaux métiers, des nouvelles compétences sont en train d'arriver grâce à l'intelligence artificielle. Donc il ne faut pas le laisser... il faut que vous continuez à vous questionner, à garder votre esprit critique, à développer votre intelligence et votre curiosité, parce que l'IA, elle n'a pas d'émotion, ça, elle ne peut pas nous le prendre. Mais par contre, effectivement, c'est un super outil si on sait l'utiliser. Et franchement, nous, à la Méduse, on adore. J'attends, peut-être. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, avant de parler de Swelo à proprement parler, justement, je voudrais dire un mot sur la partie communication, parce que c'est un milieu où l'IA fait beaucoup de débats, ça fait peur comme toute révolution. Et je sais que nous, on en parle beaucoup avec nos clients, justement, de qu'est-ce qui va se passer, déjà aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui va se passer demain avec cette révolution. Et donc, le premier conseil, c'est justement, à mes yeux, que si on en a peur, on va passer complètement à côté de quelque chose, alors que c'est bel et bien là, et que ça révolutionne beaucoup de secteurs, dont le nôtre, dont la communication. Mais c'est vrai que ça pose pas mal de questions, notamment sur la voix, avec la musique, sur le texte, avec les vidéos. Là, j'ai vu des vidéos encore incroyables. Donc voilà, moi c'est la première chose que j'ai envie de dire, c'est juste, à mes yeux, faut pas forcément en avoir peur, mais plutôt creuser le sujet, essayer d'apprendre des choses pour justement l'utiliser au mieux. Nous, chez Swelo, en interne, je parle pas forcément avec les équipes, là je parle plutôt de la partie outils. Bien sûr qu'il y a une révolution, et on le voit aussi au niveau de nos concurrents, donc il a été nécessaire qu'on ajoute des fonctionnalités, et ce n'est que le début d'ailleurs, donc des fonctionnalités IA pour aider à la rédaction de texte, pour choisir les meilleurs hashtags en fonction du texte qu'on est en train d'écrire. Même si, à mes yeux, petite parenthèse, les hashtags vont disparaître très bientôt, mais ce n'est pas le sujet du jour. Pour corriger, pour traduire aussi. Donc voilà, on a ce genre de fonctionnalité, et puis après on a des cas très précis, où là on vient de sortir une feature qui est
assez simple en termes techniques, mais qui aide énormément les communicants. C'est la génération des balises alternatives grâce à l'IA. Donc c'est assez simple, mais je ne sais pas si vous le savez, pour les personnes non-voyantes ou malvoyantes, et également désormais pour le référencement sur les réseaux sociaux, remplir les balises alternatives, c'est nécessaire. Et jusqu'alors, il fallait regarder l'image qu'il y avait et rédiger sur cette image, il y a une plage avec une conférence, etc. etc. Et bien via l'IA, maintenant, en un clic, c'est rempli. Et donc c'est plein de petites fonctionnalités comme ça qui font que ça les aide au quotidien. Là, on a une dernière fonctionnalité qui va arriver, c'est qu'on va prendre les 200 derniers posts rédigés et en fonction des marronniers, des événements qui arrivent chaque année, la fête des pères, la fête des mères, Noël, etc., on va leur proposer des posts pré-rédigés avec leur ton de voix. Maintenant, nous, on est très orienté humain, donc il y a pas mal de conseils derrière où on dit relisez bien le contenu, essayez d'en apprendre plus sur les sources en fonction du contenu qui est généré. Enfin, voilà, on essaie aussi d'éduquer. Pour nous, c'est notre rôle. Éduquer à pas en avoir peur, mais aussi montrer ce que ça peut donner et ce que ça donne déjà. Donc voilà un petit peu ce qui se passe chez nous. Mais je suis d'accord avec vous. Ça évolue tellement vite que on ne sait pas encore où ça va nous amener, mais ça va nous y amener. Donc pour moi, on est prêt, on regarde, on reste à l'écoute. Ouais, je ne vais pas répéter tout ce qui a été dit, mais moi j'aime bien remettre un peu en contexte. Nous, il y a déjà 10 ans, on a fait nos mémoires de fin d'études là-dessus. Et pour le coup, dans le conseil, on accompagnait des ministères sur les sujets d'intelligence artificielle il y a déjà 5-6 ans. Ce n'est pas un sujet nouveau, c'est juste que jusqu'à il y a 2 ans, à peu près, c'était en dessous des radars. Un peu comme la blockchain aujourd'hui, ce n'était pas encore à l'adoption de masse. Et j'ai envie de dire que c'est toujours le cas. Parce qu'en fait, l'IA dont vous tous vous parlez, c'est seulement 2% de ce qui existe. Et donc, effectivement, à la question de qu'est-ce qui va se passer demain, énormément de choses. En fait, on ne connaît pas grand-chose, en tout cas quand on est dans le grand public, de ce qui se passe vraiment. Et d'ailleurs, on ne l'utilise pas à son plein potentiel. En fait, aujourd'hui, l'intelligence artificielle, déjà, il y en a plusieurs, il n'y en a pas qu'une, et il y a plein de fonctionnalités. Et c'est vrai que nous, forcément, on est progressistes et on est dans l'innovation, donc on y croit depuis toujours. Et en réalité, dans plein de fonctionnalités qu'on utilise tous au quotidien, il y en a depuis des années. Je vous prends un exemple, des entreprises comme Visa ou Mastercard développent des modules d'intelligence artificielle depuis 20 ans. Donc ça date pas d'hier. Nous, aujourd'hui, on l'utilise de partout et ça a complètement repensé la manière dont on exécute. On a une partie sur le conseil stratégique et je le dis ouvertement, le conseil s'est terminé comme c'était avant. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est parti de notre cabinet d'avant. Et le conseil est complètement en train d'évoluer grâce à l'IA, puisqu'il y a énormément de tâches à faible valeur ajoutée où qui veut encore payer un consultant 1 000 € par jour pour le faire. Et là, je ne me plante pas une épine dans le pied, parce qu'au contraire, on va avoir besoin d'amener encore plus d'expertise de pointe. Globalement, les clients, ils n'ont plus envie d'aller juste payer pour avoir un compte-rendu bien fait. Aujourd'hui, en un clic, vous l'avez. Par contre, avoir un consultant qui va amener une expertise pointue avec vraiment une analyse et vous aider, là oui, et vous avez envie de payer pour ça. Donc ça, c'est le premier pilier. Nous, le deuxième pilier qu'on a, c'est le développement tech. Le développement tech, on en parlait tout à l'heure, a complètement changé grâce à l'IA. Et c'est très facile aujourd'hui de discerner un bon développeur d'un mauvais. Là où avant, c'était compliqué parce que les développeurs, c'était un peu une secte particulière qui vous faisait croire tout et rien si vous connaissez rien à la tech. Maintenant, vous êtes capable d'aller développer très rapidement un front ou un back sans avoir aucune notion tech en no-code. Après, attention, il y a quand même des vérifications de sécurité et c'est bien pour ça qu'on a besoin des métiers tech. Et donc, c'est pour ça qu'on ne sera jamais remplacé. Mais en fait, finalement, on enlève le côté un peu moyen de ceux qui n'avaient pas un niveau incroyable pour faire émerger vraiment les meilleurs talents. Donc moi, j'encourage vraiment tous ceux qui veulent aller dans la tech à tout de suite commencer à coder avec l'IA. Et en plus, nous, on le voit sur la blockchain, par exemple, ça permet d'automatiser et d'aller beaucoup plus vite dans le développement du code. Donc maintenant, un développeur qui vous dit un MVP, c'est en 3 mois, c'est pas vrai. Ça peut être fait beaucoup plus vite. Et le troisième pilier qu'on a, c'est un studio créatif. Et là, tu en parleras aussi, mais sur la créativité, c'est pareil. Ça remplacera jamais, mais on peut gagner énormément de temps et d'argent. Je vous donne un exemple. Nous, on a un client qui s'appelle Renault, vous connaissez tous. Le groupe Renault, aujourd'hui, ils économisent 30% de leur temps et quasiment 50% de leur budget sur des shootings IA de véhicules grâce à l'intelligence artificielle. C'est quand même pas indéniable quand on est un groupe comme eux. Et vis-à-vis de nos clients, on accompagne beaucoup de projets IA. Renault, par exemple, on les accompagne sur un projet sur l'employé augmenté, donc ça rejoint ce que tu disais aussi sur l'agent immobilier. Et il y a des cas très concrets qui aujourd'hui vont faire gagner du temps en termes de productivité, en termes aussi d'automatisation. Moi, je ne crois pas du tout à la théorie du remplacement. D'abord parce que les IA, on doit les entraîner, qu'on a encore beaucoup de boulot pour qu'elles soient plus éthiques,
plus woman-friendly, voilà, plus dans la diversité, et puis il va falloir les faire travailler. Je crois plutôt qu'on va s'augmenter, qu'on va aussi s'enlever beaucoup de choses qui servent à rien aujourd'hui, et c'est pas plus mal. Donc forcément, ça fait un petit peu peur, mais c'est comme toute transformation, on va pas disparaître. Et c'est vrai qu'en France, on intellectualise beaucoup la chose. Nous, on se développe beaucoup au Moyen-Orient, par exemple. Là-bas, ils sont très pragmatiques, tout le monde l'utilise, ça pose de problème à personne. Et en fait, ça sert. Donc je pense que ce qu'il nous faut, c'est de l'IA utile, qui est palpable, dont on se sert au quotidien et où on arrête d'intellectualiser et de se demander pourquoi. Parce que c'est ce que tu disais, en fait, c'est là et ça ne partira pas. C'est super intéressant, j'apprends plein de trucs. Merci, franchement, c'est top. Bon, mon métier, c'est Bitcoin, mais le sous-jacent de Bitcoin, c'est le minage, donc c'est l'extraction. Et le sous-jacent de l'extraction de Bitcoin, c'est l'énergie. Donc en fait, mon métier, c'est l'énergie. Ça tombe bien, je travaillais à EDF. Donc l'énergie, ça me parle. En plus, je travaillais à EDF Énergie Renouvelable, donc ça me parle vraiment. Et c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Pour répondre à la question de l'IA, dans le contexte de la blockchain, du Bitcoin et du mining, il faut faire un peu d'histoire. En 2020, vous avez une crise mondiale qui s'appelle la Covid, qui va confiner à peu près 2/3 de la population mondiale et qui va avoir un effet assez intéressant socialement. C'est que l'économie mondiale et l'énergie en tant que telle va être quasiment à l'arrêt. Vous avez le prix du baril qui va s'effondrer. Vous avez la bande Netflix, la bande passante Internet, qui va être absorbée à hauteur de 25% par Netflix, par YouTube. Vous avez le cours des actions pour ces boîtes-là qui vont exploser, parce que l'énergie du travail va devenir l'énergie du divertissement. Les gens sont confinés chez eux. Il y a un changement de paradigme. Et là, avec YouTube, avec Netflix, avec Nvidia, avec toutes ces boîtes de la tech, on assiste à l'arrivée de data centers qui poussent comme des champignons. Et vous savez, ce qui est intéressant dans cet univers-là, c'est que Bitcoin a une particularité. Bitcoin a un modèle économique prédictible. Quand je branche ma machine, je sais combien elle me coûte, je sais combien elle me rapporte, et je sais pendant combien de temps. Donc c'est prédictible. Et ça veut dire que les mineurs de Bitcoin sont capables de faire scale leur modèle assez rapidement et d'absorber toute capacité énergétique, tous les surplus qui existent à n'importe quel endroit du globe. À partir de ce point de départ, les énergéticiens qui étaient en PLS se retrouvent à accepter les mineurs de Bitcoin. Et nous, on a un âge d'or. Alors c'était sympa, il y avait les PGE à l'époque, les prêts garantis par l'État, on n'a pas eu besoin d'y toucher, parce qu'on a une aubaine extraordinaire. Et nous, on a scale en Islande, parce que l'Islande, c'est un pays qui est autarcique, c'est une île, l'Islande. Donc l'Islande, c'est pas raccordé au reste du monde par des pipelines. L'Islande ne peut pas revendre son énergie, c'est comme ça. Et puis, en 2021 et 2022, on commence à entendre parler de l'IA. C'est en train d'arriver. Et l'IA, c'est au moins, et je suis très sérieux, 153 fois plus rentable que le minage de Bitcoin. Donc il y a danger. Et moi, j'ai des warnings là. Puis je commence à m'inquiéter, puis mon équipe aussi, puis on est tous en PLS. Puis on se pose de vraies questions. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que l'énergéticien, même s'il est en Islande, le spectre de l'avidité, je suis désolé, concerne tout le monde. Même les Islandais, même si on les aime beaucoup. Donc, même s'il y a une invasion en Ukraine, même si le prix de l'énergie, il explose les compteurs, même si l'Islande, c'est autarcique, qu'on n'a aucun rapport avec la Russie, le spectre de l'avidité concerne tous les habitants de la Terre. Et moi, mes contrats, l'énergéticien m'appelle et me dit, bon, on a l'arrivée d'Amazon, on a l'arrivée de Google, on a le prix de l'énergie en Europe qui augmente, l'Islande, c'est pas l'Union européenne, mais c'est l'espace économique européen, on va commencer à se frotter les mains. Et puis on va faire des contrats d'énergie 3-4 fois plus chers. Et là, nous, on va commencer. On avait fait un fois 40 entre 2020 et 2022. On a complètement scale. En 2021, je m'inquiète, parce que là, on a des parts de marché qui commencent à être dévorées. Et là, il y a un vrai sujet. Il y a un vrai sujet. On peut aimer Bitcoin et être complètement maximaliste, il y a un vrai sujet. À un moment donné, il faut être humble et se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Et moi, je n'ai pas les développeurs en interne ni les talents pour créer un nouveau modèle de langage. Je n'ai pas forcément le temps ni les idées pour créer un modèle d'IA révolutionnaire.
Et là, je vous donne un conseil à tous les entrepreneurs qui sont là ou qui veulent entreprendre. Quand vous n'avez pas d'idée, vous savez ce que vous faites? Vous aidez ceux qui ont de l'idée. Vous n'avez pas d'idée, c'est pas grave. Aidez ceux qui ont de l'idée. C'est exactement ce qu'on a fait. Mon métier, c'est l'énergie. J'ai des data centers. Pourquoi on ne vendrait pas de l'énergie à ceux qui ont de l'idée et qui ont des serveurs dans l'IA? Et puis comme ça, on va vendre le contrat 3 fois, 4 fois plus cher. Ben, c'est exactement ce qu'on a fait. Le minage est capable, de Bitcoin, est capable de faire pousser des data centers et de prendre les surplus d'énergie. On a l'IA qui arrive, pas de problème. On va les onboarder en Islande. Et puis le minage de Bitcoin, on va le déménager aux États-Unis, au Maroc. Ça, c'est une bonne chose. On a fait plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires, uniquement sur l'intelligence artificielle, avec des serveurs qui coûtent 400 fois le prix d'une machine à Bitcoin. On a accueilli les fonds d'investissement, les family office, on leur a présenté le modèle, ça leur a plu, c'est génial. Et on vend l'énergie plus cher. Donc en fait, des fois, il y a des problèmes, c'est des vrais problèmes, il faut se poser des vraies questions, mais il faut avoir l'humilité d'accepter qu'il y a des révolutions qui sont en marche. Il ne faut pas essayer de se battre à un moment donné. Ça ne sert à rien. Il ne faut pas être obtus. Il faut accepter que ça arrive, il faut voir intelligemment comment on peut bosser avec, et faire d'un problème une solution. Et maintenant, Start Mining, c'est le Bitcoin aux bons endroits, on fait scale des nouveaux projets. Quand le projet il aboutit, on accueille nos amis les hedge funds qui arrivent et qui mettent 1 ou 2 millions pour acheter des serveurs sur l'IA et tout le monde est content et nous on est ravis. Donc voilà, le sujet de l'IA, c'est un vrai problème, ça nous a fait peur. J'ai passé quelques nuits blanches. Aujourd'hui, je dors bien. Voilà. Merci pour vos témoignages. Très rapidement, de mon point de vue, moi je suis plutôt, je n'ai pas envie de dire un IA maximaliste parce que ça n'existe pas au sens économique du terme, mais on va dire que ça a donné des cordes à mon arc qui jusqu'ici étaient totalement impossible à faire en termes de délai, en termes de prix, en termes d'idées, mais je ne vais pas trop creuser le truc parce qu'après on a une mini keynote qui va parler un petit peu plus de ça. En plus, là, on vient de me dire dans l'oreillette qu'il était possible qu'on prenne de la pluie. Quand même, un 23 juillet à Toulon, c'est un comble. Mais comme quoi, on n'arrête pas d'innover à la French Tech. Nous, on a les parasols, on est bien. Enfin, vous êtes bien, mais moi un peu moins, mais c'est pas grave. Je peux parler sous la pluie. Si c'est le cas, vous en faites pas. On a vu tout à l'heure, on pourra toujours se rapatrier à l'intérieur. Il n'y a aucun problème. La soirée continue. Show must go on, comme on dit. Mais pour conclure cette table ronde, parce que je vois l'heure qui défile, et c'est vrai qu'on a encore beaucoup de choses à faire. Après, il y a deux mini keynotes qu'on va vous proposer juste après. J'aimerais savoir. On vient de dire tous que toutes ces ruptures technologiques causées par l'intelligence artificielle, elles rendaient l'avenir un petit peu plus incertain parce que, et je suis bien placé pour le savoir avec toute la veille que je fais, tout ce qu'on dit aujourd'hui, dans une semaine, ça peut être complètement différent parce qu'il y a un nouveau modèle qui est sorti, parce qu'il y a des nouvelles tech, parce qu'il y a une nouvelle boîte qui a sorti un nouveau truc. Les modèles économiques existants peuvent être bouleversés parce que on va devoir changer de paradigme, la publicité ne vaut plus rien parce que Google ne vaut plus rien, parce que c'est des agents IA qui vont aller récupérer les informations. Il y a des bouleversements, on va dire à un niveau profond en termes de business qui sont en train de se produire. Et dans ce chaos-là, on essaie, nous, entrepreneurs, de diriger le bateau. Et la question que j'ai envie de vous poser, c'est, très rapidement pour conclure, dans 5 ans, où est-ce que vous êtes? Bonne chance. Géographiquement à Toulon, bien sûr, mais plutôt en termes de développement. Karen, tu vas commencer parce que c'est toi qui a l'air la plus relevée physiquement. C'est parce que j'avais l'impression d'être en train de me faire bronzer, mais il n'y a pas de soleil. Mais déjà, je pense que ce qui est certain, c'est qu'on est incertain de tout. Et ça, je pense que c'est le propre de l'entrepreneuriat. Naviguer dans l'incertitude, en vrai, moi, c'est ce qui me plaît en tout cas. Parce que je pense qu'on peut être certain de rien. Et en soi, c'était pareil avant. Hein. Il y avait peut-être moins de tech, mais il y avait d'autres incertitudes. Bon, ça, c'était juste le petit... Et puis, on est à Toulon, ville de la Marine nationale. Naviguer en mer, ça n'a jamais été certain. Bon, ça, c'était la parenthèse. Mais où on sera dans 5 ans, pour le coup, nous, on a une vision assez claire parce qu'on aide nos clients à se projeter, justement, dans 5 ans. Je ne saurais pas dire tout exactement, mais ma conviction, c'est que on aura des nouveaux standards qui vont émerger grâce aux nouvelles technologies qu'on voit aujourd'hui.
et qui vont vraiment amener une nouvelle infrastructure et des nouveaux process en fait. Des choses qu'on n'aura pas forcément connues aujourd'hui, un peu comme à l'époque, voilà, on a vu arriver des nouveaux standards avec Internet, avec les réseaux sociaux, des choses qu'on n'aurait pas forcément pu anticiper 10 ans avant, même s'il y avait des prémices. Et je pense que ces standards-là, c'est composé de 3 choses. C'est beaucoup plus d'intelligence grâce à l'intelligence artificielle, et pas que générative, mais aussi tout le reste de l'IA qui va permettre vraiment de construire des modèles de data ultra solides. Je pense notamment à la santé, on avait fait la keynote d'ailleurs à la French Tech Toulon, tu vois que je viens quand même souvent à Toulon, et à plein d'autres secteurs dans lesquels ça va être essentiel. Le deuxième pilier, c'est plus de propriété, et ça, c'est la blockchain. En fait, même si vous en rendez pas compte, parce que la blockchain, c'est moins palpable pour le grand public, c'est une technologie qui est en train de complètement révolutionner la manière qu'on a de consommer le web et de créer de nouveaux standards et stacks techniques, en fait. Et donc, sur la partie confiance, sécurité, identité, traçabilité, transparence, qui sont des mots hyper importants aujourd'hui, elle va être essentielle. Seul exemple, comment vous assurer qu'il n'y a pas de deepfakes ? Que ce soit sur du contenu écrit, photo, vidéo, qu'est-ce qui vous dit que la photo qu'on vous envoie, c'est bien Louis Vuitton, par exemple, qui l'a édité ? Aujourd'hui, c'est très compliqué maintenant, et tu l'as dit, sur des vidéos et des photos, je vous assure qu'on se casse les yeux à savoir si ça vient de l'IA ou pas. Et donc, en couplant de la blockchain à ça, on permet d'amener vraiment de l'authenticité. Et le troisième pilier, c'est l'immersion, tu en as parlé. Et effectivement, c'est tout ce qui relève de l'AR, la VR, la XR, le métaverse, comme on l'appelait ou on l'appelle, mais qui est toujours le cas. Et donc, je vous donne un exemple concret de ce qu'on verra dans 5 ans. Parce qu'on l'a vu, nous, et on a accompagné au Middle East un client là-dessus, dans le pétrole. C'est par exemple des data management platforms qui vont permettre à des managers dans une entreprise d'énergie ou de pétrole de piloter à distance des usines ou des industries, d'être capable de prendre une décision pour arrêter un feu, par exemple, sur un puits de pétrole. Tout ça grâce à un casque de réalité augmentée. Et ça se fait dès aujourd'hui. Ça, on le verra dans 5 ans dans plein d'endroits. Renault, par exemple, qu'on accompagne, on les accompagne sur leur métaverse industriel. C'est ça, c'est la combinaison de toutes ces technologies. Donc ma vision, c'est que dans 5 ans, et c'est ce qui manque un peu aujourd'hui, on arrêtera d'avoir une vision très silotée de « Ah, je veux faire de l'IA, ah, je veux faire ci, je veux faire ça ». Non, je veux construire des cas d'usage à forte valeur ajoutée. Je veux amener des résultats dans mon business parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on cherche comment transformer les business, comment faire toujours plus productif, gagner plus d'argent, tout ça dans un enjeu de durabilité. Hyper compliqué, et pour ça, il faut combiner plusieurs techs. Nous, dans notre secteur, donc dans les industries créatives et culturelles, on a vu effectivement petit à petit l'impact de l'intelligence artificielle sur les contenus. Et là, récemment, en fait, j'étais au Festival d'Annecy, où je rencontrais les gros studios et tout ça. Et en fait, depuis maintenant, on va dire 3-4 ans, avec l'arrivée des plateformes Roblox, Fortnite, Minecraft et tout ça, on voit maintenant un marché de fans créateurs, c'est-à-dire des gamins qui sont capables, avec juste un ordinateur, de créer des films d'animation dans Minecraft. Moi, j'ai vu des trucs bluffants, absolument incroyables. Et qui sont petit à petit en train de voler la vedette à Hollywood, à mettre en place des communautés incroyables, des communautés où ils ont gagné tous les codes avec le gaming et tout ça, et où ils ont vu qu'on est dans les contenus, dans les nouveaux créateurs, la décentralisation était super importante. Et moi, je crois à ça. Je crois vraiment au fait qu'on va voir de plus en plus de nouveaux métiers, de nouveaux formats, des métiers de niche, des personnes qui vont créer leurs produits, créer leur métier en fonction de ce qu'ils ont vraiment dans les tripes. Et cette technologie, si elle est bien accompagnée à l'école, bien sûr, et au sein de certaines sociétés, je pense que le fan créateur, ce marché-là, eh bien, dans 5 ans, on va voir même déjà, on en voit qui sont incroyables. Je veux dire, de voir One Piece dans Roblox, il y a plein de choses, pas juste dans Roblox, mais il y a vraiment le fait qu'un gamin ou des gamins de 10-12 ans soient capables de créer des séries, des films, des choses, alors qu'avant, on nous disait il fallait que tu fasses un diplôme, il faut que tu ailles à l'ESRA, il faut que tu ailles à Hollywood. Bah non, petit bureau à 6 fous, il peut le faire. Donc je pense qu'on va assister à ça. C'est-à-dire que les gens vont prendre de plus en plus confiance en eux. Maintenant, effectivement, il faut juste faire attention à ce qu'au niveau des matières premières, il y a eu à un moment donné des envols justement pendant le Covid, parce que moi je sais que j'ai eu des élèves à un moment donné qui ont eu des ordinateurs qui ont craqué, il y avait des cartes Nvidia qui passaient à 2-3 000 euros, c'était dingue. Donc, mais je crois vraiment à ça, la fan création en fait, et je mise à 100% là-dessus dans 5 ans.
moi, je vais sûrement en reparler tout à l'heure, mais dans 5 ans, 5 ans, c'est comme long, demander dans 200 ans où tu seras. Quoi. Alors, En échelle IA, 5 ans, c'est un siècle. Ouais, l'échelle IA, et puis c'est presque la moitié de l'âge de Bitcoin. Hein. La vérité, c'est que déjà, il faut arriver à se projeter dans 3 mois. Et il faut avoir l'humilité de se dire qu'on n'est pas toujours capable de savoir réellement ce qui va se passer, parce que déjà dans 3 mois, il peut se passer plein de choses. Mais je crois que d'avoir cette vision réaliste d'ailleurs de la question, ça nous protège quelque part, c'est protecteur. Donc, nous, Start Mining, on a une vision quand même sur quelques années parce que on est assez protecteur sur le marché, parce que c'est un marché à cycle, c'est un marché volatile, c'est un marché qui peut se casser la figure. Il y a des bains de sang à chaque cycle, et puis il y a des hausses, il y a beaucoup d'euphorie, et puis il faut garder la tête froide à chaque fois. Donc nous, nos contrats, on les signe sur 3 ans. Tous les clients, on les signe sur 3 ans. D'ailleurs, ça valorise l'entreprise sur plusieurs années, donc c'est chouette. Mais il peut se passer à chaque fois n'importe quoi. Il peut se passer une guerre, il peut se passer un cataclysme, il peut se passer une épidémie, il peut se passer beaucoup de choses. Il peut se passer une révolution, une IA extraordinaire qui vient tout disrupter. Et en fait, la vérité, c'est que le fait de pas... Il faut avoir une vision. Il faut savoir où on veut aller. Ça c'est certain. Il faut avoir une vision sur 1 an à 5 ans. Moi, Start Mining, je sais où je veux l'amener. Dans 1 an et dans 5 ans. Mais on ne peut pas savoir réellement ce qui va se passer. De ne pas le savoir, ça génère quelque chose d'assez extraordinaire, c'est qu'on reste flexible. En fait, il faut rester flexible. On ne peut pas rester... il faut être flexible comme le bambou. Chaque fois que la tempête passe, et je crois qu'elle n'est pas loin d'arriver, à chaque fois que la tempête passe, il faut être flexible. Et là, la flexibilité, c'est que si elle arrive, on sera tous à l'intérieur. Il faut être flexible. Il faut être flexible. Donc, moi, je crois en ça. Et évidemment, même si on ne sait pas de quoi demain il fait, il faut rester pragmatique, mais objectif et optimiste le plus possible. En tout cas, ça, c'est mon mindset. C'est comme ça que je vois les choses. Moi, simplement, très rapidement, je rejoins parfaitement mes petits camarades. Je pense que le propre d'un entrepreneur, c'est justement de savoir s'adapter à sa météo, de s'adapter à son environnement, au changement de paradigme. Là, c'est un peu la merde parce que il arrive tous les 20 ans une crise comme celle-ci, puisqu'on peut appeler ça une crise ou une petite révolution. Donc, elle nous tombe dessus à nous. J'aurais préféré que ça arrive au prochain. Donc, il va falloir qu'on s'adapte et on trouvera les moyens de créer des opportunités, puisque c'est ça qu'on sait faire, c'est de créer des opportunités. Chaque nouvelle période, chaque nouveau paradigme est associé à ses inconvénients, mais aussi à ses opportunités. Donc, voilà, on va essayer de faire en sorte de rebondir, puisque c'est le principe de notre quotidien, c'est d'arriver à rebondir et de faire en sorte de continuer à naviguer et à regarder devant. Donc, est-ce que je sais où on en sera dans 5 ans? Je n'en sais absolument rien du tout. Je ne sais même pas où on sera d'ici la fin de l'année. Maintenant, ce que je sais, c'est que quand je regarde derrière, ça fait 20 ans qu'on fait ça fait 20 ans qu'on s'adapte. Ce qu'on fait aujourd'hui, on n'aurait pas imaginé, on n'aurait pas pensé le faire hier. Donc on va continuer comme ça à être flexible et agile. C'est ça la clé du succès, je crois, c'est l'agilité qu'il faut qu'on sache garder. Et j'envie beaucoup les générations précédentes qui ont parfois réussi à surfer sur des business qui ont prévalu pendant 30, 40, 50, 60 ans. Pour nous, c'est mort, c'est plus comme ça. Nous, nos business, ils sont remis en question maintenant constamment. Et on va faire avec, et puis voilà. Et le mot de la fin, formez-vous, soyez curieux, regardez ce que c'est. Ne restez pas sur vos idées ou vos peurs. Formez-vous, les enfants dans tous les cas, les jeunes, ils sont dessus. Donc ne ratez pas le coche, faites-le. Voilà. Juste pour ajouter un tout petit point très rapide, je suis entièrement d'accord avec tout ce que vous avez pu dire et je crois que c'est ça qui me plaît aussi de ne pas forcément savoir parce que ça laisse la place à tout plein de choses, tout plein d'opportunités. En communication, je pense qu'on va sûrement faire face à des nouveaux réseaux, d'autres qui vont s'arrêter, donc d'autres qui vont se créer. Et puis on verra finalement, on verra. Et rendez-vous peut-être dans 5 ans avec un poil plus de soleil, mais c'est ok, c'est pas grave, pour faire le point et pour se dire voilà où on en est aujourd'hui. Ouais, on verra qui a le mieux surfé la vague du chaos, en fait, c'est ça l'idée. Ou la foudre, exactement. Ouais. On va peut-être s'en prendre un de coup de foudre, on verra bien. Un 23 juillet à Toulon, c'est génial. Tu vois, Karen, quand tu viens, il faut nous amener plus de soleil. Tu vois, si tu étais là à Toulon tout le temps, on aurait, voilà.
Toi, tu peux parler, tu es au Japon tout le temps, c'est pareil. Voilà. Bon, merci à tous. En tout cas, je pense qu'on peut applaudir tous nos intervenants. Merci de vos partages, merci de votre expérience, merci de tout ce que vous avez pu communiquer. On va essayer de faire un peu plus rapidement, un peu plus rapide que prévu. Déjà parce que premièrement, on a pris du retard, et deuxièmement parce qu'on n'a pas envie de se prendre une saucée. Donc, tant qu'on est au sec, on va rester par là. On a 2 keynotes qui sont prévues, 2 mini keynotes. À la base, elles devaient faire un petit quart d'heure chacun. Et c'est mis. Je pense qu'on va essayer de faire un petit peu plus court. On a parlé, je vais attaquer la mienne, hein, donc la mini keynote qui concerne la partie comment aujourd'hui est-ce qu'on peut créer une boîte en une semaine, en 7 jours. On a parlé là autour de cette table ronde justement de toutes ces ruptures. Et je vous disais que dans mon métier, ça ouvre des portes. Ça permet de lancer des projets qui jusqu'ici n'auraient pas été lançables. Ça permet de concrétiser des idées qui jusqu'ici n'auraient pas été possibles. Pourquoi ? Parce qu'on a cette IA, on a ces agents. Alors c'est vrai que vous allez m'entendre beaucoup parler d'intelligence artificielle. Si on doit faire un tout petit point technique d'une seconde, là, dans le scope de ce que je vais vous dire, on parle d'intelligence